bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc, je suis chargé d'introduire cette matinée qui sera consacrée à la kinésithérapie respiratoire pédiatrique. Donc, avec comme intervenant principal Guy Postio, qui interviendra donc à 10 h. Guy Postio, c'est l'expert HAS, Haute Autorité de Santé, pour les années 1994 et 2000. C'est ce monsieur qui nous a permis d'avoir 30 années de kinésithérapie respiratoire pédiatrique pérenne. Et nous l'avons invité, c'est avec un immense plaisir que nous l'accueillerons ce matin, afin de faire le point sur l'état de l'art dans la kinésithérapie respiratoire et ce que nous pouvons peut-être comprendre ce qui nous arrive depuis les recommandations de 1984, depuis les dernières recommandations de novembre 2019, et puis essayer de voir ce qui s'ouvre en perspective pour nous. Alors, pour introduire cette matinée, normalement, il devait y avoir une pédiatre, Madame Lavolée, qui devait nous parler de son avis sur les recommandations HAS bronchiolite. Elle n'a pas pu, hélas, venir. Alors, pour introduire cette matinée, je vous propose de faire la synthèse de quelques travaux de recherche que nous avons faits au sein du réseau de bronchiolite Picard. Ce sont des travaux qui se sont étalés entre 2013 et 2018, des travaux de recherche de niveau master. Et ces travaux-là, en fait, ont été initiés par une première conférence datant de 2011 en Picardie de M. Guy Postio. Merci. Donc, diapo suivante. Ah, pardon. Donc, comment ça marche? Le vert. Merci. Donc, en introduction, mes liens d'intérêt, je tiens à signaler que je suis formateur de formation continue en kinésithérapie respiratoire pédiatrique et que donc je forme sur le sujet que je vais vous développer ce matin. Alors donc, ces quelques études que je vais donc vous synthétiser. Le promoteur de l'étude, c'est notre association Réseau Bronchiolite Picard. Alors, quelques mots sur cette association. C'est un dispositif, une structure qui organise la permanence des soins bronchiolites sur les 3 départements Aisne-Oise-Somme de la Picardie, regroupant 300 kinésithérapeutes existants depuis 10 ans. En moyenne, nous intervenons pour en moyenne 1800 à 2400 nourrissons par saison. 380 kinésithérapeutes sur les 3 départements se sont rendus disponibles. Et lors de la dernière saison, 243 kinés ont au moins réalisé une garde sur ces 3 départements. 16 sites sont en permanence disponibles entre le 15 octobre et le 15 avril sur les 3 départements, répartis de façon équitable. Alors un mot, la diapo d'avant, c'est celle-là. Ouais, voilà. Je continue. Donc le financeur de cette structure, c'est l'Agence régionale de santé, c'était l'URCAM au tout début. Donc le financeur nous demande essentiellement d'évaluer l'efficience du dispositif, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre le coût investi et les économies de santé réalisées. Et l'Agence régionale de santé nous demande aussi de montrer que nous assurons une qualité des soins conforme aux dernières données de la science et bien évidemment la sécurité du patient. Voilà, donc c'est sur ces... et puis, ces travaux-là ont pu être réalisés en partenariat avec l'Université Picardie-Jules Verne, en particulier l'Institut 2IS, l'Institut d'ingénierie en santé, qui nous a permis effectivement de former des kinésithérapeutes issus de formation initiale à Amiens en master, et ce, dès l'année 2007. Et c'est dans le cadre de ces travaux de niveau master que nous avons pu faire les études que je vais maintenant vous présenter. Alors, pour la suivante, bouton play, me dit-on, c'est celui-là. Non. Pour avancer, c'est comment? C'est celui-là, c'est le bouton vert. Voilà. Ça ne marche pas. L'autre bouton, il y a un autre bouton vers le gros bouton. Voilà. C'est mieux, merci. Alors, premier travail qui remonte donc à 2012, qui s'intitule Bronchiolite du nourrisson, bénéfice de la kinésithérapie observée lors d'une prise en charge en cabinet de ville. Alors, c'est un travail que nous avons réalisé, enfin qui fait suite aussi
aux nombreux articles de la revue Prescrire qui mettaient en doute l'efficacité de la kinésithérapie et aussi qui en exploraient le côté peut-être nocif, invasif, avec des fractures de côte, etc. Donc nous avons commencé ce premier travail par l'investigation chez le kinésithérapeute lui-même. Donc c'est un évaluateur externe, François-Régis Saran, qui a été chez les kinésithérapeutes avec un score clinique et qui a essayé d'évaluer deux choses: le niveau d'anxiété des parents au cours d'une prise en charge, et puis évidemment l'état clinique de l'enfant à partir d'un score qui nous avait été montré par Guy Postio, le score de Wang. Et donc voilà les résultats que nous avons. La période d'investigation, c'était entre l'hiver 2012. La méthode, donc, c'est un test-retest chez le kinésithérapeute praticien par un évaluateur externe avec le score de Wang. Et donc nous avons pu évaluer 15 nourrissons d'un âge moyen d'à peu près 6 mois. Les principaux résultats de ce premier travail a été une amélioration significative du score de Wang et une diminution très significative de l'anxiété des parents au fur et à mesure du soin. Mais il était notable que dès le début de la séance, les parents avaient une réelle inquiétude, une réelle anxiété, et au fur et à mesure des soins, cette anxiété vraiment diminuait avec une différence très significative. Alors c'est une étude qui revêt évidemment énormément de biais, c'est une étude expérimentale certes, prospective, mais non randomisée, et nous n'avions pas de groupe contrôle. D'ailleurs ce sera le cas pour l'ensemble des études que je vais vous présenter, parce que nous avions une prescription médicale qu'avant tout nous devions honorer, et il n'était pas possible pour le kinésithérapeute d'exclure du soin le patient ou de lui proposer un autre soin que ce qui était prescrit. Voilà, donc ce sont des premiers résultats qui étaient selon nous assez prometteurs. Ensuite, bronchiolite, bénéfice de la kinésithérapie respiratoire sur le sommeil et l'alimentation en pratique de ville. Cette fois, nous avons voulu investiguer les outcomes suivants, c'est-à-dire la qualité de vie, le questionnaire qui était l'alimentation, le nombre de réveils nocturnes, le délai d'endormissement au décours d'une prise en charge. Donc ce travail a été fait par Mathilde Léoté. C'est une étude descriptive multicentrique qui a été réalisée l'année suivante, l'hiver 2013. Donc questionnaire qui a été délivré avant et après chaque séance aux parents qui devaient évaluer très précisément les quantités de biberons, le nombre de toux nocturnes, le réveil, le nombre de réveils, etc. On a pu exploiter 47 questionnaires, l'âge moyen des nourrissons 8,34 mois, le nombre de cabinets investigués 5, et puis l'état clinique des enfants. De toute façon, c'était des enfants qui étaient forcément de stade modéré à bénin, puisque toutes les formes graves étaient automatiquement hospitalisables. Nos principaux résultats, dès la première séance, l'amélioration de tous les critères avec un délai d'endormissement significativement meilleur, un nombre de réveils nocturnes qui était aussi très très satisfaisant, qui était très très réduit, une meilleure alimentation, et ces résultats se sont améliorés au fil des séances. Les parents sont satisfaits quant à eux, et très satisfaits même pour 90% dès la première séance, et ce taux augmente même à 97%. Ce poster-là a fait l'objet, comme tous les autres travaux que je vous présente, ont fait l'objet soit d'une publication en congrès, parfois même, ils ont pu déboucher sur un article publiable dans une revue professionnelle et scientifique. Je ferai le point là-dessus, je reviendrai là-dessus à la fin de la présentation. Alors ensuite, il s'agissait aussi pour nous de voir les études, l'impact économique de notre action. Alors nous avons, là c'est Mathilde Claverie qui s'est intéressée à faire une sorte d'étude de benchmarking sur les différents réseaux de santé qui existent en France sous la forme d'entretien téléphonique avec collecte d'informations sur le site internet, interrogation des différents managers, coordinateurs des réseaux pour essayer d'avoir un maximum de données possibles. Et ensuite, on a réalisé un tableau de benchmarking pour comparer comment les financements de chaque structure, leur niveau le nombre de kinésithérapeutes investigués, etc. Donc ce qui ressort principalement de ces travaux, alors on a investigué le réseau bronchiolite Picard bien sûr, Akirespi, le réseau bronchiolite 5962, l'ARBAM qui est en fait le réseau bronchiolite de la région PACA, le réseau de la Haute-Normandie et puis l'ARB Île-de-France.
Ce qui ressort le principal résultat, c'est qu'en hypothèse basse, 1 euro investi par le système de santé dans la permanence des soins bronchiolites permet de réaliser 2,85 euros d'économie sous la forme de non-hospitalisation, du non-recours aux urgences, essentiellement. Alors, ce travail suivant, donc évaluation des connaissances et du ressenti des parents vis-à-vis de la kinésithérapie respiratoire en cabinet de ville. Donc là, c'est un travail qui évaluait plutôt la capacité du kinésithérapeute à faire passer des messages de prévention auprès des patients, auprès des parents, des messages aussi de meilleure prophylaxie pour s'occuper de l'enfant malade au domicile, et donc en fait la compétence d'éducation thérapeutique du kinésithérapeute pendant et au fil de ces séances de kinésithérapie. Alors la période d'investigation, ça a été fait du 3 décembre 2015 au 31 mars 2016. La méthode portait sur des questionnaires, sur un questionnaire en fait de connaissances, où il y avait une sorte de note qui était mise, pré et post, prise en charge, et il s'agissait de voir si les parents amélioraient en fait leur connaissances et leurs compétences au début et ensuite à la fin de la séance. Alors ce que nous avons observé, c'est que tout ce qui était apport théorique, finalement, passait assez mal. C'est-à-dire que les parents avaient des idées préconçues sur la façon dont le virus arrivait dans l'organisme de l'enfant. En général, c'était plutôt associé au froid ou ce genre de choses. Et ensuite, ils avaient aussi des idées qui étaient même sur les critères d'efficacité de la kinésithérapie respiratoire. Les parents, majoritairement, souhaitaient voir l'expectoration de la bouche de l'enfant pour se rendre compte de l'efficacité vraiment des choses. Et ça, c'était leurs idées préconçues. Et on s'aperçoit qu'à la fin, malgré les explications du kinésithérapeute, ces savoirs-là, préconçus, ne bougeaient pas tellement. En revanche, sur tout ce qui était prise en charge pratique, lavage de nez, mode de couchage, repas fractionnés, là, il y avait une amélioration très significative des pratiques des parents. Donc, en fait, dès qu'il s'agit de s'occuper des enfants, de leurs enfants, le kinésithérapeute arrive à modifier certaines pratiques en vue d'une meilleure santé. Pour tout ce qui est questionnement théorique, tout ce qui est savoir théorique, c'est beaucoup plus difficile. Autre résultat secondaire que nous avons noté sur cette enquête, les parents dont l'enfant n'a pas encore eu de kinésithérapie respiratoire ont, ces parents-là, une représentation du soin qui est beaucoup plus exagérée par rapport à ceux qui ont déjà bénéficié de kinésithérapie. En général, ils finissent par se dire qu'une fois qu'ils ont assisté à la séance, ce n'était pas si terrible qu'ils en avaient pensé au départ. Un autre travail qui cette fois est beaucoup plus clinique. Donc là, Sally s'est fortement inspiré des travaux de Guy Postio en utilisant le stéthoscope électronique dans son cabinet. Alors ça, c'est un travail qui a été très très long, très difficile. Il a fallu vraiment mobiliser les pharmaciens autour de chez elle. Il a fallu aussi convaincre les médecins de faire certaines prescriptions. Elle a réussi à faire ça. Et donc, nous avons obtenu une étude expérimentale observationnelle prospective qui fait partie de la bibliographie qui a été retenue par les recommandations HAS de novembre 2019. Donc, qu'a fait Sally ? Eh bien, elle a recruté 19 nourrissons qu'elle a séparés en 3 bras de traitement. Le premier consistait à réaliser une séance de kinésithérapie standard avec l'expiration lente prolongée proposée par Guy Postio. Un bras où il y avait du sérum salé physiologique proposé en nébulisation avec le soin standard ELPR. Et puis un bras où elle avait obtenu du médecin une prescription spécifique de sérum salé hypertonique à 3%, et puis ajouté à l'expiration prolongée, selon un petit peu les critères inspirés du travail publié par Respiratory Care en 2011 et dont nous parlera juste après M. Postio. Alors les critères d'évaluation, les outcomes, c'était la quantité de sibilants. On s'est fait assister par un expert, un maître de conférence en sciences physiques qui nous a aidé à faire les transformés de Fourier et à les traiter. Et donc nous avons comme principal résultat une amélioration clinique significative dans les 3 bras, sachant qu'il n'y avait pas de groupe contrôle, c'est bien évidemment là la limite de l'étude, et dans les 3 bras, finalement sans différence
amélioration, mais pas de différence significative entre les trois protocoles. Résultat secondaire, en tout cas, ce que l'on retire de cette étude, surtout aussi, c'est que l'usage du stéthoscope électronique semble intéressant et très faisable. Ça coûte quelques centaines d'euros pour évaluer l'évolution de la quantité de sibyllants en kinésithérapie de ville. Donc j'invite tous les étudiants qui veulent faire des études cliniques, éventuellement, de s'intéresser à cet outil parce que, a priori, il est prometteur. Ensuite, une étude du ressenti du nourrisson. Alors ça, c'était une étude qu'on a tenu à faire. Est-ce qu'effectivement, la kinésithérapie respiratoire, du point de vue du nourrisson, cette fois, comment elle peut être perçue? Est-ce que le nourrisson souffre en séance? Voilà, c'est ce qu'on a essayé de savoir. Alors là, c'est Iman Nassiri qui s'est intéressée à cette question. Elle a fait une étude dont la méthode ressemble à celle de François-Régis Saran quelques années auparavant, c'est-à-dire qu'elle a obtenu l'autorisation d'aller dans les cabinets de kinésithérapie et de faire, en tant qu'évaluateur externe, une évaluation précise du ressenti du nourrisson en s'inspirant d'un score utilisé à l'hôpital qui s'appelle le score de Dean, enfin c'est l'échelle de Dean plutôt, échelle de douleur et d'inconfort du nouveau-né, qui donc, à partir du niveau de grimace de l'enfant, à partir de certains critères comme à quel moment, combien de temps l'enfant met à s'arrêter de pleurer à la fin d'une séance, et d'autres critères encore, on pouvait établir si le soin prodigué, en l'occurrence la kinésithérapie respiratoire, était perçu comme étant douloureux ou pas, en tout cas inconfortable. Le seuil de cette échelle est fixé à 5, c'est-à-dire toute prise en charge qui obtient un score supérieur à 5 est jugée inconfortable, stressant, douloureux par l'enfant, et à contrario, s'il est inférieur. Alors, les principaux résultats, donc la population étudiée, Iman a été chez 5 praticiens, elle a pu inclure 20 nourrissons durant 6 astreintes. On observe une combinaison systématique des techniques. Alors ça aussi, c'était aussi évalué. C'est quelle technique le praticien privilégiait plus? Est-ce que c'était une technique plutôt modulation du flux expiratoire type AFE? Est-ce que c'était plutôt de l'ELPR? Et comment elle savait ça? Eh bien, elle considérait qu'à chaque fois que le kinésithérapeute déprimait le thorax et en faisant une manœuvre par cycle, le kinésithérapeute s'inscrivait plutôt dans l'AFE. Et si le kinésithérapeute, en déprimant le thorax, maintenait contre 2 à 3 tentatives d'inspiration, maintenait sa pression légère sur le thorax de l'enfant, alors le kiné s'inscrivait plutôt dans une technique ELPR. Ce qui ressort de ces deux approches, c'est que finalement, enfin ce qui ressort de cette évaluation, c'est que finalement, l'ensemble des kinésithérapeutes combinent les techniques pendant leurs soins. Et par ailleurs, lorsque l'on fait une évaluation du score de l'échelle d'inconfort avant la séance, déjà nous avons des résultats en moyenne. Il y a le score de Dean est environ de 2,98 points. Et lorsque la séance a été effectuée, ce score s'élève à 3,6. Mais l'écart des moyennes n'est pas significatif. Et donc, a priori, dans ce que nous avons pu évaluer, le soin est plutôt bien supporté par l'enfant puisque les techniques sont en moyenne en dessous du score de souffrance. Ceci dit, lorsque l'on regarde les résultats dans le détail, on s'est aperçu qu'il y avait un kinésithérapeute sur les 5 qui systématiquement pratiquait un soin avec un score de Dean en moyenne à 6, en tout cas au-dessus du score de douleur, ce qui nous a évidemment alertés et ce qui nous fait dire que l'évaluation des pratiques professionnelles en population de kinésithérapeutes doit se poursuivre et nous devons encore et encore développer de la formation pour que ces soins soient le moins vulnérants possible, le mieux adaptés possible, parce qu'il y a effectivement encore des écarts de pratique qu'il faut identifier et évidemment réguler. Alors, en conclusion de ces premiers travaux, donc voilà, nous sommes d'abord confrontés à cette difficulté en France de ne pas avoir d'université qui nous permette de mener des études
en double aveugle ou en tout cas randomisé contrôlé avec le standard universitaire qui nous permettrait de publier à l'international et donc d'être mieux reconnu ou même reconnu simplement au niveau de la Haute Autorité de Santé. En interrogeant l'INSERM, nous savons qu'une telle étude coûterait environ 200 000 €. Donc ce sont des fonds qu'il faut trouver. Vous voyez, c'est considérable. Nous n'avons pas encore les institutions qui nous le permettent. En tout cas, l'ensemble de ces travaux tendent à montrer que le kinésithérapeute a de multiples rôles dans la bronchiolie du nourrisson de forme modérée, évaluation et surveillance clinique du nourrisson pour pouvoir identifier à quel moment le nourrisson ne relève plus des soins du cabinet de ville et doit être hospitalisé, capacité de désencombrement des voies respiratoires efficace et non vulnérantes quand on utilise les techniques et l'approche adéquate, amélioration de la qualité de vie du nourrisson et des parents, ça a l'air d'être vraiment franc, c'est quelque chose que tous les kinésithérapeutes qui vraiment s'intéressent à la question observent au quotidien et souhaiteraient, à mon avis, faire valoir. Et puis, bien sûr, au niveau des coûts de santé, décharges et services d'urgence pédiatrique et économies de santé intéressantes qui ont été relevées, mises en évidence, en particulier par le travail de Marine Claverie. Voilà, écoutez, c'est sur ces perspectives-là que je vais passer la parole à notre intervenant principal de ce matin, Guy Postio. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous voulez avoir les posters qui résument toutes ces études, il suffit juste de demander d'écrire à Clélie Delvienne, notre chargée de mission URPS, et elle me transmettra le message. Je vous fournirai ces posters, ces papiers qui ont été publiés soit en congrès, soit même dans les revues spécialisées. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation du congrès et je vais vous présenter maintenant M. Guy Postio. Alors Guy Postio, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de notre expert 94 et 2000. C'est également M. Postio, professeur invité dans plusieurs universités dans le monde. Il est maître de conférences à Bruxelles et donc c'est avec grand plaisir que nous l'accueillons. Merci.